Bonjour à tous, vous qui nous rejoignez ici dans ce grand amphithéâtre du Collège des Bernardins pour une nouvelle édition des Mardis du même nom. Vous le savez, vous êtes ici chez vous chaque semaine. Alors, aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet qui est celui d'Internet, donc qui nous concerne tous, quel que soit notre âge, quelle que soit notre génération. Nous allons l'aborder sous le mode interrogatif. Internet, la fin de la liberté. Alors c'est un titre somme toute assez pessimiste. Alors pourquoi? Alors que la toile nous offre toujours plus de possibilités de découvertes, d'échanges, d'informations, toujours plus de communication. Pourquoi un tel titre? À quel péril, au fond, ce titre fait-il allusion? Eh bien, nous avons la joie d'accueillir 3 invités pour en parler. Et d'entrée de jeu, je veux remercier chacun d'entre eux d'être ici avec nous. 3 invités, à savoir d'abord un journaliste spécialiste des nouvelles technologies, un cybercriminologue et enfin un chef d'entreprise de communication. Alors je vais commencer avec vous, Jacques Hainaut. Jacques Hainaut, vous êtes le journaliste, écrivain, spécialiste d'Internet. Vous êtes un homme précieux à bien des égards et particulièrement pour les nombreux parents et grands-parents qui s'interrogent sur la façon de parler d'Internet, ou plus exactement d'éduquer leurs enfants à l'usage d'Internet. Et je dois dire que sur ce thème-là, vous ne ménagez pas vos efforts parce que vous sillonnez littéralement la France pour répondre aux questions des gens et organiser des conférences. Alors, vous êtes, je l'ai dit par ailleurs, un écrivain auquel on doit un certain nombre de titres. Et je citerai particulièrement, parce qu'il est très en rapport avec notre sujet ce soir, cet ouvrage qui s'intitule « Tous fichés » aux éditions Télémarque. Merci. À vos côtés, Daniel Martin. Daniel Martin, vous avez fait, si je reprends votre biographie presque au début, des études de commerce avant de rejoindre la police nationale. Vous y aviez le grade de commissaire divisionnaire et vous avez travaillé à la fois à la DST, à l'OCDE, et vous avez créé une association dont il sera question ce soir, à savoir la Cybercrime Institute. C'est comme ça qu'on dit ? Le Cybercrime Institute. Et vous êtes l'auteur, entre autres choses, d'un ouvrage, Cybercrime aux éditions des presses universitaires de France. Et enfin, à vos côtés, Jean-Pierre Baudouin. Bonjour Jean-Pierre Baudouin, vous êtes co-directeur d'une grande entreprise de conseil en communication non publicitaire, à savoir la communication institutionnelle, les relations publiques, communication de crise, relations avec les pouvoirs publics, j'en passe et d'autres. Et de ce fait, vous veillez, au fond, depuis des années, sur l'image de grandes entreprises et de grandes marques auxquelles nous sommes, mais dont nous tairons évidemment les noms ce soir ici. Naturellement. Et cette entreprise s'appelle Information et Entreprise. Non. Elle s'appelait Information et Entreprise comme 1995. Depuis, elle s'appelle le groupe IEE. Pardon. Nous avons changé d'identité. Non, pas du tout, parce que nous avons 6 entreprises dans le groupe qui s'appellent tous IEE quelque chose. Alors, parmi les 6 entreprises, faites excuse, depuis 2009, vous avez créé une filiale qui s'appelle IEE On, et qui est votre département spécialisé en stratégie et tactique sur le web. Parfaitement. Et vous avez beaucoup de clients sur ce... Eh bien, écoutez, en fait, le nombre de clients du groupe IEE tente à égaler le nombre des clients qui ont recours à ces techniques. Parce qu'il est difficile aujourd'hui de parler de communication sans inclure quelque chose de l'Internet. Étant donné la généralisation de l'Internet comme un outil dans la communication, on peut difficilement faire le départ entre des techniques anciennes et des techniques nouvelles. Tout ça fait partie d'une même démarche. Alors, pour entrer dans notre débat, il me semble qu'il est essentiel de nous interroger sur ce que sont ces libertés liées à l'Internet. Et alors, en glanant des informations, en lisant, en me renseignant sur ce sujet, je suis tombé sur une très belle conférence d'Hillary Clinton, récente, du mois de janvier dernier, sur Internet et la liberté. Reconnaissez qu'elle est vraiment dans le sujet. Alors, ce que j'ai retenu et qui pourrait servir à vous faire réagir, c'est la définition qu'elle prend des 4 libertés essentielles, et pour cela elle se réfère à un discours de Franklin Roosevelt de 1941, mais donc des libertés fondamentales, propres en tout cas à la société américaine: liberté d'expression, liberté de culte, liberté de vivre à l'abri du besoin et liberté de vivre à l'abri de la peur, donc dans la sécurité. Alors, sur ces 4 thèmes, en quoi Internet contribue-t-il à augmenter ces libertés? Jean-Pierre Baudouin?
Alors, Hillary Clinton aurait pu remonter un peu plus avant, puisque, alors je cite un peu de mémoire, mais en 1778, 2 ans après la déclaration d'indépendance et l'établissement de la République des États-Unis, le grand rabbin de Rhode Island écrivait au général Washington, nouveau président de cette nouvelle République, pour lui demander si le sort des Juifs dans ce pays où on supposait la liberté pourrait devenir aussi détestable que ce qu'ils avaient connu en Europe centrale. Et George Washington lui répond une lettre qui est une lettre absolument monumentale, où il écrit au grand rabbin de Rhode Island que le principe de cette république, ce sera to bigotry no sanction, to persecution no support. Donc vous pouvez être aussi religieux que vous voulez, on empêchera la persécution pour cette cause. Mais on va aussi vous empêcher de persécuter d'autres au nom de votre propre cause. Alors, on voit bien que ces libertés sont là. Elle aurait aussi pu prendre, dans les mêmes années 1789, le premier amendement, puisque le premier amendement à la jeune Constitution des États-Unis à l'époque disait la même chose que l'article 11 de notre Déclaration d'indépendance. Tout homme a droit à la liberté d'expression, dans la limite des abus que la loi fixera, mais sans considération de frontières. Alors, on est là-dedans. C'est-à-dire qu'en effet, chacun aujourd'hui a droit à la liberté d'expression, puisqu'il suffit d'avoir une connexion pour être libre de s'exprimer, éventuellement devant la terre entière, dans l'espace public qui est délimité par l'Internet. Mais à l'intérieur de limites qui sont celles que la loi devrait fixer, alors, bon, on voit les difficultés d'accoucher de lois qui, notamment dans la mesure où l'Internet est sans considération de frontières. Alors là, l'utopie qui était celle de 1789 et du premier amendement et de la Déclaration des droits de l'homme de la France, qui était identique, absolument identique, est en train de se réaliser, puisqu'on est vraiment indépendamment des frontières. Quels que soient les efforts que font les pays plus autoritaires pour limiter l'usage, ils ont du mal. Alors, ces libertés, elles sont... Alors j'ai fait un peu comme vous, je me suis dit au fond, pourquoi poser la question? D'abord, qu'est-ce qui fait que la question se pose? On se pose la question de la liberté d'Internet parce que l'Internet est devenu généralisé. Si l'Internet était le privilège d'une toute petite partie de la population, on ne s'en soucierait pas. Généralisé... Enfin, il y a une fracture tout de même. Bah oui, la fracture. Je parle des pays occidentaux développés, si vous voulez, de ce point de vue-là. Mais la fracture numérique, elle est même chez nous, parce que tout le monde n'a pas un ordinateur. Je suis d'accord. Mais on a passé la frontière des 51% il y a 5 ans, quand même. Au niveau du prix, la grande révolution d'Internet, c'est justement que ça ne coûte rien, pratiquement, de s'exprimer sur Internet. Si on reprend l'histoire des médias, des moyens de communication, un peu plus cher maintenant avec l'augmentation de la TVA, bon. Si on reprend l'histoire des grands médias, tous les médias ont effectivement renforcé les libertés que vous avez évoquées. Mais la grande révolution avec Internet, c'est effectivement, ça coûte, le prix est dérisoire pour s'exprimer sur Internet. Effectivement, un abonnement, un ordinateur, c'est pas grand-chose par rapport à produire un livre, imprimer un livre, un manuscrit, en luminure, si on remonte. Média classique. Donc c'est ça la révolution. Par contre, il y a au niveau technique, il faut une petite dextérité quand même. On dit toujours qu'on est dans le web 2.0, où tout le monde peut s'exprimer, etc., que le web est ouvert à tout le monde. Pour créer un blog qui tienne à peu près la route, qui ressemble à quelque chose du point de vue graphique, de l'information, il faut quelques connaissances techniques. Ce n'est pas non plus à la portée de tout le monde. Il y a encore une frontière entre des pays, mais il y a aussi une frontière entre des générations, ici en France par exemple. J'ai fait l'expérience il n'y a pas très longtemps, on m'a pas donné le nom, j'ai donné une tablette numérique à ma belle-mère. Elle a regardé l'objet. Une tablette numérique? Oui. Un iPad? Un iPad, voilà. Ah pardon, il ne faut pas dire la marque, j'ai compris. Non, mais je ne connaissais pas l'expression. Elle a regardé l'objet avec quasi religiosité en disant c'est extraordinaire, c'est très beau, elle n'a pas osé y toucher. J'ai donné le même objet à mes enfants, vous allez tout savoir, ils ont 8 ans, 7 ans et 4 ans, ils se sont empressés de toucher, de le manier dans tous les sens, de le faire défiler. Donc il y a vraiment une vraie... Ça marche. Oui, ça marche. Oui. Donc, ça renforce la liberté parce que c'est plus facile du point de vue économique. C'est pas encore ouvert à tout le monde, du point de vue technique. Daniel Martin. Oui, moi je voudrais revenir un petit peu sur cette notion de liberté, et même si au fond je suis d'accord avec vous, mais je voudrais m'orienter direction 21e siècle. En fait, ça sert à qui? Qui a la main sur Internet? Eh bien, on noie le monde de la culture américaine, parce que, et Hillary Clinton le disait aussi, c'est un moyen d'influence formidable pour le monde. Et pas n'importe qui.
les 13 racines de l'Internet sont sous le contrôle des Américains. Et j'allais dire qu'ils s'en donnent à cœur joie, puisqu'ils ont dit, et c'est Zbigniew Brzezinski, le conseiller de Bill Clinton en matière de sécurité, qui disait « Nous avons fait le pari de savoir tout sur tout ». Ça, c'est dangereux, parce que ça veut dire que nos libertés, là-dedans, elles sont peut-être en cause, si vous voulez. Donc le problème, je le vois sous un autre aspect, en étant tout à fait d'accord sur les fondamentaux, mais attention, est-ce que c'est vraiment une liberté, ou est-ce que, petit à petit, avec les grands médias, ou avec Wikipédia ou d'autres, on n'est pas un peu forcé, quand on se pose une question, à avoir toujours les mêmes réponses, et à considérer que c'est vrai, alors que rien ne vous dit que ce que vous trouvez sur Internet, ça a quelque chose de certain, de sensé, etc. On trouve tout sur Internet, le vrai, le faux, le laid, le beau, et qui peut faire la différence? Au niveau du contrôle d'Internet, de la surveillance, historiquement, les empires ont toujours créé des routes qui permettent de faire remonter l'information sur les extrémités de l'empire. On peut penser le contraire, mais dans la réalité, nous vivons quand même dans l'ère des empires américains. Donc, Internet est quand même l'outil de la mondialisation qui est quand même l'aboutissement, l'expression ultime de l'empire américain. Et donc, Internet, ce sont des routes de l'information. Ce sont des routes de l'information. C'est plus physique, c'est l'information, mais les Américains s'en servent effectivement de ce réseau pour faire remonter l'information du bout du monde, mais aussi espionner ce qui se passe sur ce réseau. Alors justement, si vous voulez, pour être bien clair, repartons de l'aspect technique d'Internet, à savoir qu'on y parle ensemble de la liberté qui règne, mais le grand paradoxe, c'est que tout ce qu'on y fait, il laisse des traces, n'est-ce pas? Alors, à partir du moment où vous utilisez un appareil électronique, que ce soit Internet, on va se concentrer sur Internet, mais un téléphone portable, on a eu des exemples récents dans l'actualité de téléphones portables qui ont trahi certaines sources, on va dire. À partir du moment où vous utilisez un appareil électronique, Internet, téléphone portable, etc., vous laissez une trace. Internet, il faut le savoir, votre fournisseur d'accès à Internet a obligation de conserver pendant 1 an, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, vos données de connexion pendant 1 an. Les données de connexion, c'est quoi? C'est quel site vous avez visité, à qui vous avez envoyé un email, etc. Tout ça pendant 1 an, 12 mois. Mais si vous êtes un peu malin, vous pouvez peut-être utiliser quelque chose pour lequel je lutte, anonymiser vos échanges. On peut. Alors, si on anonymise, moi, ce que je crains justement sur Internet, moi, je suis tout à fait pour la confidentialité des données. Il faut protéger nos libertés parce que ce qui est confidentiel doit rester dans la sphère privée. Mais il ne faut pas confondre avec la notion d'anonymat et de secret. Attendez voir. Imaginons un instant qu'on supprime les plaques minéralogiques des voitures qui circulent dans Paris. Est-ce que vous pensez que les voitures s'arrêteraient au feu rouge? Non, ils seraient tranquilles. Alors le problème, c'est l'anonymat. L'anonymat des blogs, vous êtes contre? Il faut que quelque part, on prenne la... Vous aimeriez recevoir des lettres anonymes? Non, on préfère que... on est contre l'anonymat. Si on est dans un monde responsable, les citoyens doivent s'engager, dire quelque chose, mais assumer ce qu'ils ont à dire. La petite différence avec les plaques minéralogiques, c'est que lorsque nous achetons une voiture, nous savons que nous avons une plaque minéralogique. Lorsque nous connectons à Internet... On a une adresse IP quand même. Personne... Posez la question à la salle, qui sait ce que c'est qu'une adresse IP? Voilà. Qui sait que Google, lorsqu'on fait une recherche sur Google, conserve également ces données de connexion pendant des mois et des mois? C'est intéressant au niveau commercial, on sait quels sont vos goûts, quels sont vos... Et donc on peut ensuite vous envoyer des messages, les spams, on va parler des spams, ils savent tous. Les courriers indésirables. Google, c'est tout sur nous. Google, 90% des messages sont des messages non désirés. Imaginez votre boîte aux lettres physique chez vous, où sur 10 lettres, il y en a 9 qui correspondraient de la publicité, etc. On n'est pas loin, vous me direz. Mais enfin, tout de même, ça Monsieur fait Martin, là, beaucoup. vous êtes en train de dire que Internet, ça ne se passe pas bien dans l'état actuel des choses. Enfin, vous avez un langage assez négatif sur ce qui font les fondements de l'Internet au quotidien. Non, mais si vous voulez, j'essaie d'être pratique. Je suis d'accord sur les grands principes, mais la manière dont ils sont appliqués, il faudrait un petit peu plus, j'allais dire, de régulation. Moi, je suis sur les autoroutes de l'information. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas des motards pour contrôler un petit peu ce qui se passe. Il ne s'agit pas de rentrer dans l'intimité des gens, mais il s'agit de dire, attention, vous avez franchi les bornes. Apologie du racisme, haine raciale,
On parlera de la pédophilie, mais il n'y a pas que ça. Mais qu'est-ce que ça représente dans le volume des informations qui sont échangées? Écoutez, déjà, je vous ai dit tout à l'heure que près de 90% des échanges de courriers sont des courriers non désirés. Déjà là, il y a quelque chose à faire. Mais ça, c'est poubelle, c'est pas des choses graves. Mais vous savez, le temps que ça prend, imaginez, vous êtes sur le périphérique, vous êtes dans un embouteillage, il y a 10 voitures devant vous, en réalité, il y en a qu'une, mais il y en a 9 qui sont virtuelles, et elles vous empêchent d'avancer. Il faut consacrer des moyens à ceci, parce qu'il faut toujours plus de moyens. Alors, bien sûr, les moyens doublent tous les 2 ans, et les prix baissent sont divisés par 4 tous les 2 ans. Mais tout de même... Jean-Pierre Baudouin. Oui, alors, effectivement, 90% des messages qui circulent dans les boîtes mail sont des messages non désirés. C'est comme ça qu'on les décrit. Ça laisse supposer que les 10% sont désirés. Ce qui n'est pas forcément aussi évident que ça. Mais en tout cas, que les 10% sont spécifiques. C'est-à-dire que quand vous recevez une correspondance de l'administration fiscale, je ne sais pas si c'est une correspondance désirée, mais c'est en effet le plus souvent une correspondance qui vous est effectivement adressée, parce que ça vous concerne, vous, spécifiquement. Alors, au-delà de la boutade, c'est la tension permanente entre la tentative des systèmes de contrôler leur emprise et l'effort permanent des individus d'échapper à cette emprise. Ce n'est pas nouveau, mais c'est en train de se faire sur l'espace public décrit par l'Internet, comme ça se fait avec la circulation des automobiles, où vous pouvez changer votre plaque au passage, donc, et traverser les feux rouges. Mais encore une fois, pourquoi la question se pose? Un outil technique ne rencontre le succès qu'a rencontré l'Internet que parce qu'il répond à une aspiration qui existe dans la société. Il n'y a pas de marché qui existe sans qu'il y ait au préalable une aspiration dans la société. Or, il se trouve que l'Internet répond à des aspirations qui sont des libertés fondamentales, et parce qu'on peut contester l'intitulé sous Internet la fin de la liberté. La liberté, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Alors, on va regarder les libertés, et effectivement, il y a des libertés que vous avez citées. C'est-à-dire qu'il y a la liberté d'expression, et là, en effet, alors ensuite, on contrôle qui dit quoi. Mais la liberté d'expression, c'est la responsabilité de ce qu'on exprime. Et si on a la liberté d'expression, il faut quand même songer à assumer la responsabilité qu'on prend. La liberté de penser. Alors la pensée n'est pas forcément l'expression. Pour autant, il est vrai que l'Internet offre une capacité de nourrir une liberté de pensée par des échanges de vues sur des pensées à travers des distances qu'on ne pouvait pas couvrir aussi facilement auparavant. La liberté d'aller et venir. Alors là, extraordinaire, la capacité de se déplacer d'une manière qui n'est peut-être pas aussi virtuelle que ça à travers l'Internet est formidable. Or, chaque fois qu'un outil technique a proposé à l'humanité un moyen meilleur, plus rapide, plus efficace de se déplacer, l'humanité s'en est saisie. C'est l'histoire de l'automobile. Alors, il se trouve que Le Monde publie ce soir, dans ses pages, une analyse d'un des membres de sa rédaction, Grégoire Alix, sur un aspect qui est la mobilité sans automobile, une révolution au ralenti. Alors pour être bien précis, vous évoquez le fait que Internet est une fenêtre sur le monde à travers les webcams et qu'à tout moment, je peux tout voir partout sur la planète. Exactement, et me renseigner et avoir accès à des images. Il y a des sites d'images sur ce qui se passe dans le monde entier, d'images de qualité, que je vois mes enfants fréquenter tous les jours pour aller voir, choisir de rencontrer le fond des océans, liberté virtuelle quand même. Alors non, je suis désolé. Je ne peux pas considérer qu'elle est virtuelle parce que c'est extraordinairement matériel. J'ai accès à l'image physique, excusez-moi, c'est des pixels, et ça a une traduction physique. J'ai accès à l'image physique de quelque chose de physique au moment où cet objet physique a lieu. Ce qui est quand même absolument sans précédent. Mais je n'ai pas tout le déplacement et tout ce que ça représente. Mais le déplacement est une contrainte. La fenêtre, elle est ouverte dans les deux sens. Hein. C'est-à-dire que vous voyez, mais on vous voit aussi. Mais pourquoi pas? Il faut avoir conscience de ça. Voilà ce que vous voyez. Voilà. Alors, on n'est pas sûr de ce qu'on voit, je suis d'accord. Mais est-on jamais sûr de ce qu'on voit? On ne va pas faire de la philosophie de bas étage. Enfin, Jean-Pierre Baudouin, vous aviez d'autres libertés je pense qu'une des raisons de la rapidité de diffusion de l'Internet, la liberté d'association. Hein? Aujourd'hui, vous créez un groupe sur Facebook, vous pouvez être 40 000 demain si vous avez un thème porteur. Ça a été le cas d'un groupe d'étudiants qui s'est révolté contre une banque britannique qui voulait augmenter les taux des prêts aux étudiants. Bon, il y a de ça 2 ans.
La liberté. Le groupe le plus célèbre, le plus populaire sur Facebook, c'était un groupe contre Facebook qui s'érigeait contre les nouvelles règles de confidentialité imposées par Facebook. Eh bien, voilà une liberté d'association extraordinaire, où l'outil lui-même permet la contestation de la liberté qu'il offre. Je trouve ça extraordinaire. Or, pour faire une association jadis, on n'était pas autorisé à s'associer sans se déclarer. Il faut aller, encore aujourd'hui, si on veut avoir une association en bonne et due forme, il faut aller à la préfecture. Pas d'anonymat. Et se déclarer. Pas d'anonymat. Eh bien, aujourd'hui, vous pouvez créer une association qui n'est pas du tout virtuelle, qui a des moyens d'exercice de son pouvoir dans l'espace public, y compris de pression sur le pouvoir économique et sur le pouvoir politique, qui est tout à fait concret. Tout à fait concret. Alors Jacques Hainaut, j'ai cité tout à l'heure le titre de votre ouvrage « Tous fichés », donc à vous lire. Le grand tournant, c'est quand même le 11 septembre. Cette date fatidique marque le début d'une opération de fichage de tout sur tout le monde. Mais ce qui est étonnant dans votre ouvrage, c'est qu'au fond, vous concluez sur l'inefficacité absolue de toute cette démarche. Et le coût énorme. Donc, historiquement, effectivement, après les attentats du 11 septembre 2001, l'administration américaine s'est dit « Nous pouvons utiliser les moyens informatiques pour accumuler le maximum d'informations sur chacun des habitants de la planète Terre et essayer de déceler dans ces informations que nous pouvons accumuler sur ces personnes les signes avant-coureurs de la préparation d'un attentat terroriste. » Exemple simple, maintenant, si vous allez acheter un congélateur de très grande capacité, je pense que vous êtes assez surveillé en Angleterre, parce qu'on s'est aperçu que lors des attentats à Londres, les auteurs de ces attentats avaient stocké leur explosif, qui était un explosif assez particulier, dans des armoires frigorifiques de très grande capacité. Donc ça peut être un signe révélateur, un signe annonciateur. Voilà. Donc leur but, c'est effectivement d'essayer d'accumuler le maximum d'informations sur chacun d'entre nous. C'est ce qu'ils ont appelé le Total Information Awareness, que j'ai traduit par sur programme de surveillance totale. Et pour le truc que je dénonce, la chose que je dénonce, pas la perversité, mais presque que je dénonce dans ce livre, c'est que pour arriver à ce but, il s'appuie finalement sur des fichiers commerciaux. Les fichiers de notre fournisseur d'accès à Internet, les fichiers des compagnies aériennes. Lorsque maintenant nous réservons un billet d'avion vers les États-Unis, il y a aussitôt un signal qui est transmis aux agences de renseignement américaines pour dire « Jacques Hainaut va bientôt aller aux États-Unis. Est-ce qu'il représente un danger pour la sécurité américaine? Est-ce qu'il est capable éventuellement de détourner l'avion? Est-ce qu'il a des accointances? Est-ce qu'il a un appétit particulier pour un repas particulier? » Voilà, donc voilà, par exemple, chose très concrète. Lorsque vous réservez votre billet d'avion, vous pouvez effectivement demander un certain nombre de choses, dont des repas particuliers, qui peuvent révéler votre religion et donc votre origine, etc. Et mais donc de là, fait, vous êtes surveillé. Quand on est en alerte terroriste, comme il semble que c'est le cas actuellement sur le territoire français, j'imagine qu'Internet est le lieu d'investigation favori. J'allais dire heureusement, enfin favori. Principal. Entre autres. Non, il n'y a pas que ça. Le renseignement est quelque chose, j'allais dire, du fluctuant. On n'est jamais sûr d'un renseignement. Mais qu'est-ce qu'on trouve dans une circonstance comme celle que j'évoque, qui est très actuelle, qu'est-ce qu'on va chercher sur Internet? On va regarder un peu tous les sites et tous les échanges. On se rend compte, par exemple, que sur certains sites, les échanges se font plus nombreux. Donc c'est une indication, c'est un peu plus fébrile. Il y a quelque chose qui frémit, si vous voulez. Mais le plus important, c'est finalement de regarder ce qui se passe. Et malheureusement, Internet, les terroristes, quand on dit des terroristes, ne sont pas des gens incultes. Il y a beaucoup d'ingénieurs en informatique. Le GIA, à l'époque, avait dans ses rangs des ingénieurs de tout niveau. Et ces gens-là ont compris que nous surveillons les liaisons, les échanges de courrier. Alors, ils ne s'échangent plus de courrier. Ils font ce qu'on appelle un système de boîte aux lettres mortes. C'est-à-dire qu'à Saigon, à Tokyo ou à Helsinki, ils déposent auprès d'un fournisseur une boîte aux lettres qu'ils alimentent. Et ensuite... Ils font des brouillons. Ils ne les envoient pas. Ensuite, ce brouillon est consulté par qui... Voilà, s'il ne passe pas d'un usager à l'autre, si je puis dire. Ce que vous faites, c'est que vous dites, voilà, j'ai ouvert une boîte aux lettres sur Yahoo, sur Google, etc., avec mon nom, tel identifiant et tel mot de passe. Vous envoyez juste l'identifiant et le mot de passe. Vous faites un brouillon dans votre boîte aux lettres. Et la personne que vous voulez, le message ne transite pas. Il reste chez Yahoo, etc.
Et après, la personne qui est à l'autre bout du monde, elle se connecte à cette boîte aux lettres avec cet identifiant et ses mots de passe, et elle va regarder le brouillon. Et donc voilà, vous voyez que le bouclier de la défense est moins agressif que le glaive de ces gens-là qui ont comme idée de détourner les choses. Et quels sont les fléaux que vous chassez le plus, vous, les cybercriminologues? Écoutez, déjà, j'allais dire ce qui touche au porte-monnaie, parce que en gros, les criminels qui se baladent sur Internet, ils sont attirés par l'argent. Donc tout ce qui touche au détournement, à l'ingénierie sociale qui permet d'avoir des informations privées vous permettant d'accéder aux comptes bancaires et de les vider, ou de faire des détournements, ou du chantage, ou enfin, j'en passe et des meilleurs, on y reviendra certainement au cours des débats. Ça, c'est la première des occasions. Ensuite, bien sûr, c'est le renseignement. Mais heureusement, à côté du monde dit virtuel, enfin qui n'est pas si virtuel que ça, on a le monde matériel. Et on a des échanges entre collègues de nombreux pays. En Europe, il y a tout de même un certain nombre de structures qui existent, qui contrebalancent, si vous voulez, les structures américaines, mais toutes ces informations qui circulent, l'Europe s'est fait un peu violer, si vous voulez. Les Américains nous ont imposé de transmettre un certain nombre de données concernant les voyageurs. Mais c'était du chantage. Oui. C'était du chantage. Si vous ne voulez pas les donner, vous ne venez pas. Ça, c'est bien pour ça qu'on peut considérer que les Américains sont un peu maîtres du jeu en la matière. Et puis il y a la pédophilie qui est vraiment un fléau pourchassé à travers la planète. Voilà, alors ce qui est vous voyez, prenons un exemple très concret. Vous avez un ordinateur chez vous, vous le laissez brancher. La plupart des gens ne font pas attention, ils ne le débranchent pas. Il est branché. Vous avez la possibilité, si vous êtes un informaticien bien formé, et Dieu sait que les réseaux de pédophiles s'informent bien, d'aller intégrer des images sur votre disque dur sans que vous le sachiez, et le matin, à 6h du matin, vous voyez les gendarmes débarquer chez vous, saisir votre ordinateur avec des images pédophiles, vous ne saviez pas qu'elles étaient dessus. Parce qu'on sait faire ça. Évidemment, ça suppose de la technique, mais ça devient, si vous voulez, extrêmement grave. Donc faites attention, soyez prudents, vigilants. Enfin, on donnera quelques conseils tout à l'heure, mais attention, à partir du moment où votre fenêtre est ouverte, où vos portes sont largement ouvertes, le soir, vous fermez votre porte avant d'aller vous coucher. Vous mettez dans votre coffre-fort uniquement les valeurs importantes. Aujourd'hui, quand j'ai effectué un audit dans une entreprise, on dit, je leur demande, alors quelles sont les informations importantes chez vous? Et alors là, les mâchoires tombent, et on me dit, mais on croyait que c'est vous qui alliez nous le dire. Alors on va révéler un petit peu dans les questions, mais en réalité, les gens ne savent pas ce qu'ils doivent protéger. Et on ne met pas tout dans le coffre-fort, on met que ses valeurs. Mais Jacques Hainaut, dans la consommation quotidienne d'Internet dans un foyer lambda, qui sait parmi les parents ce que leurs enfants consultent, qui véritablement maîtrise cette espèce d'infinité d'informations? Les enfants savent en général ce que les parents consultent. Mais non, les parents? Les parents moins, ils commencent à s'y intéresser, ils commencent à être sensibilisés au problème. Je leur explique au cours de mes conférences qu'ils ont le droit, même le devoir d'aller consulter ce qu'on appelle l'historique du navigateur pour voir ce que les enfants ont fait. C'est notre devoir de les protéger. Mais les enfants, ça marche dans les deux sens. Les enfants savent très bien consulter l'historique. Et on a parfois des situations où finalement les enfants sont exposés à des contenus inappropriés parce que les parents sont allés voir des choses pas très sympas. Mais quel est le rapport des jeunes à cette liberté vertigineuse que constitue Internet? Vertigineuse, j'entends du point de vue de la découverte d'un monde qu'ils ignorent pour beaucoup. Alors, ils s'emparent de l'outil technique d'une façon prodigieuse. Ils maîtrisent la technique d'une façon prodigieuse. Vous donnez un ordinateur à un gamin, maintenant, il s'amuse comme un fou. Tous les gamins savent prendre des photos avec leur téléphone portable. J'interviens dans les classes de CM2. En CM2, un tiers des enfants ont un téléphone portable et un tiers des enfants sont sur Facebook. Donc ils savent prendre des photos, ils savent mettre les photos sur Facebook en CM2. Donc c'est une maîtrise technique totale. Mais ils n'ont pas de recul par rapport à ces usages. Donc il faut les éduquer à utiliser à bon escient cette liberté et à leur apprendre effectivement que liberté dit maintenant avec les moyens électroniques surveillance. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi avec les nouvelles technologies. Les nouvelles technologies laissent une trace. Qui dit trace dit qu'on peut remonter jusqu'à vous. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'impunité, pas d'anonymat sur Internet. On n'a jamais fait autant d'arrestations de pédophiles que depuis qu'on a Internet. Évidemment, quand on envoyait des photos dans une enveloppe secrète des correspondances, on n'avait pas la possibilité de tracer. Ceci dit, sur la pédophilie, il y a quand même plus de chances pour un enfant de rencontrer malheureusement un pédophile
à la sortie de l'école ou dans son environnement familial que sur un ordinateur. Le risque existe, il y a 10, 15, 20 cas par an. J'avais consulté les statistiques du ministère de l'Éducation. J'étais allé voir la brigade des mineurs à Paris. Il y a quand même plus de risques de rencontrer malheureusement un pédophile à la sortie de l'école et dans son environnement familial. 99% des enfants qui sont malheureusement abusés par un pédophile en France rencontrent d'abord ce pédophile dans leur environnement familial. Et vouloir diaboliser les nouvelles technologies comme certaines associations le font en faisant croire que derrière chaque écran il y a un pédophile en puissance, c'est vouloir nier ce fait, que le pédophile on rencontre d'abord dans le monde réel. Sur les réseaux pédophiles, moi je suis allé voir les gendarmes qui font, je ne sais pas comment ils font ce métier, qui font la chasse aux pédophiles et aux images pédophiles sur Internet. Ils relativisent quand même un petit peu le phénomène des réseaux pédophiles d'échange de photos. Les photos, finalement, malheureusement, les photos pédophiles, c'est plutôt des amateurs, c'est des... on pourrait raconter des détails épouvantables, mais c'est plus l'œuvre d'individus. Voilà. Alors, Jean-Pierre Beaudoin, doit-on et peut-on réguler Internet? Parce que ça semble être une œuvre extraordinairement difficile. On pourrait évoquer les tentatives à travers la planète de le faire, et à commencer par le beau pays de France. Apparemment, le sujet est sensible. Bien sûr, le sujet est sensible pour des raisons extrêmement diverses. D'abord pour des raisons de rapport de force, parce que comme on a dit, c'est vrai que c'est la plateforme des États-Unis qui aujourd'hui recèle l'essentiel des puissances qui sont installées là. On voit pour autant que ces équilibres évoluent. La Chine monte en puissance et elle a tous les moyens de monter en puissance très 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 vite. Google aujourd'hui se trouve dans une relation avec les autorités chinoises qui est un peu modifiée parce que Google ne représente plus, entre guillemets, que moins de 30% de l'utilisation de moteurs de recherche en Chine, alors que le moteur chinois représente les 2 autres tiers. Parce que donc, pour les moins initiés que vous, il y a eu ces derniers temps une tension entre le gouvernement chinois et Google. Oui, dans la mesure où... alors c'est une histoire à rebondissement, parce qu'il y a quelques années, quand Google a voulu installer formellement une activité en Chine, les autorités chinoises lui ont dit très bien, vous êtes un super moteur de recherche, mais nous, on voudrait limiter la capacité des citoyens chinois à accéder aux contenus qui sont sur l'Internet. Donc aidez-nous à mettre des barrières. Ça, c'est officiel, c'est une parole de gouvernement. Voilà. Oui, tout à fait. Au vu au sud de tout le monde. Et Google, qui voulait quand même arriver sur un marché avec un quart des habitants de la planète, c'est pas complètement nul. Donc Google a dit oui. Ça a créé une levée de bouclier telle aux États-Unis. Un des principes fondateurs de Google étant d'encourager justement la liberté de circulation de l'information et des données, là, les Américains, les groupes de pression américains se sont mobilisés sur l'Internet pour dire à Google, ça ne va pas du tout. Vous êtes en train de trahir vos valeurs en acceptant ces restrictions que vous demande le gouvernement chinois. Bon. Alors Google, tout ça s'est un petit peu calmé. Et plus récemment, les autorités chinoises sont reparties à vouloir remettre des contrôles. Et cette fois, Google a dit non. Alors d'abord, ça a été bon pour son image aux États-Unis. Et ensuite, c'était le constat du fait que les règles posées par les autorités chinoises elles-mêmes sur leur marché faisaient que le rapport de force entre Google et son équivalent chinois était déjà très déséquilibré. Donc si Google perdait quelque chose du fait de sa résistance aux autorités chinoises, ça n'était pas décisif pour son compte d'exploitation. Alors ça, c'est les rapports de force et les conséquences économiques des rapports de force. Alors, réguler, moi, je suis moins compétent sur les affaires de cybercriminalité, si vous voulez, parce que même si les entreprises sont très sensibles à ces questions-là et ils font très, très, très attention, les risques que court une entreprise dans l'état actuel, et je ne vais pas parler de téléchargements illégaux, etc., qui sont des dossiers économiques évidemment très lourds pour les industries qui y sont exposées. Mais sinon, les grands risques, c'est un peu comme ce que disait Jacques Hainaut tout à l'heure à propos des enfants qui n'ont pas de recul, c'est que personne n'a de recul sur Internet. Ça vous livre des trucs, il n'y a pas de date. Donc, vous ne savez pas si ça date de la minute qui précède ou d'il y a 3 ans. Et si c'est vrai. Et en plus, il n'y a pas le recul, il n'y a pas de poids. Hein, on ne sait pas si c'est important, si c'est vérifié, si c'est quoi. C'est juste ici et maintenant. Voilà. Alors, et ça a l'air d'être dans l'instantané,
de la découverte immédiate, même si c'est très vieux. Il y a moins d'un an, un journaliste américain, dans un grand week-end, donc c'était plutôt un suppléant, dans le domaine de l'économie, a fait une recherche sur une entreprise et il est tombé sur une alerte sur résultat. Pour une entreprise cotée, une alerte sur résultat, ça veut dire je vais perdre de la valeur. Alors les actionnaires vendent. Bon. Et il a vu cette information, il l'a sortie, il l'a mis dans l'espace public. Alors il y a des actionnaires qui ont vendu. L'information avait 3 ans. Et simplement, il n'a pas vu que l'information avait 3 ans. Mais enfin, il est devenu complice voilà. d'un faux délit d'initié. Mais exactement. Et à rebours. Ça, c'est punissable par la loi. Et à rebours. Parce que... Donc on est dans ce risque-là. Et là, je pense que, du point de vue de l'économie, encore une fois, des réglementations sont en train de se mettre en place pour tout ce qui concerne la protection de la propriété. Propriété des contenus, d'images, de sons, etc. On voit les débats qu'on a en France, ils existent ailleurs. Il faudra quand même à un moment une harmonisation, parce qu'encore une fois, l'Internet, c'est quand même très transfrontière. Mais la réglementation devrait se rapprocher de ce qui est du contrôle de la véracité et de la réalité de ce qu'on trouve là. Qui parle? Il faut que tout soit signé. Or, l'anonymat, de ce point de vue-là, est une calamité. Alors voilà. La signature numérique n'est pas vraiment certaine. Quand cette information a-t-elle été engendrée? De quand date-t-elle? Vous avez conscience que la question de l'anonymat ne fait pas l'unanimité. Ah mais tout à fait. Il y a vraiment un combat là très... Tout à fait, mais bien sûr, mais naturellement. Alors, c'est un des problèmes, si vous voulez, posés par cette extraordinaire liberté que proposent ces outils techniques, c'est qu'aujourd'hui, la relation dans notre monde d'aujourd'hui a été radicalement inversée par rapport aux schémas historiques entre espace public et espace privé. Dans l'histoire, nous avons vécu dans nos espaces privés et nous mettions en public ce que nous décidions de mettre en public. Aujourd'hui, tout est public et il faut faire tous les efforts possibles pour garder privé ce qu'on veut garder privé. Il y a un paradoxe énorme. L'équilibre entre les deux s'est inversé et... C'est possible. Alors c'est possible, mais l'effort est inversé. Il faut avoir conscience du fait que tout ce qui est confidentiel est destiné à devenir public, sauf si vous prenez toutes les mesures possibles pour essayer de faire en sorte que ça devienne quand même, que ça reste quand même confidentiel. Daniel Martin. C'est tout le problème des réseaux sociaux. Vous parliez de Facebook. Absolument. Alors moi j'ai vécu, j'allais dire un peu difficilement, le fait qu'on reproche à la police d'essayer d'obtenir des informations et on va même la condamner parce qu'il y a un flicage dans l'air. Et d'un autre côté, on étale sa vie privée, on étale absolument tout, les données, parce qu'on a envie de briller sur Facebook ou de communiquer. Alors, il y a quand même un paradoxe. Je dis à n'importe qui, tout ce qui concerne ma vie privée, je ne veux surtout pas que les services qui sont chargés de me protéger en aient connaissance. Il y a un paradoxe énorme. Donc la régulation, c'est bien. La régulation pour vous? La régulation, on aimerait bien que les choses se fassent, j'allais dire, d'une manière un peu plus sérieuse, qu'on puisse valoriser l'information, lui donner une note, un peu comme les agences de presse. Qui va le faire? Voilà, qui va le faire. Ouais. Donc on est, si vous voulez, ça court de partout. Et comme ça court de partout, on suit. Donc on voit bien que c'est pas facile. Non, je ne crois pas malheureusement à la régulation, parce que je crois que les intérêts commerciaux américains sont tels, on l'a vu à travers l'exemple de Facebook, à travers l'exemple de Google, qu'ils feront tout de toute façon, toujours, pour nous pousser à donner de plus en plus d'informations sur nous-mêmes. Et comme ils sont dominants sur le marché de l'Internet, tout doit passer par là-bas. Donc je ne crois pas à la régulation, par contre je crois à l'éducation. Et donc à l'éducation des acteurs. Alors l'éducation des acteurs, ça peut être les entreprises. Bon, je suis journaliste économique et financier à la base depuis longtemps. J'ai quelques doutes. Par contre, je crois à l'éducation des acteurs en tant que les jeunes, les enfants. Et donc c'est pour ça en particulier j'écris ces livres, pour que les jeunes générations aient conscience de tout ce qu'ils disent effectivement sont peut-être potentiellement publics sur Internet. Il faut leur apprendre à en dire le moins possible. Alors c'est compliqué parce qu'on vit quand même dans une époque assez exhibitionniste. Vous avez des caméras de surveillance, des caméras de protection, il faut dire. Merci, il y a une nuance. Oui, il y a une nuance. Il y a des caméras partout. Vous allez dans un fast-food, restauration rapide, vous avez des caméras, vous les montrez à vos enfants, ça les amuse. Vous avez des caméras partout, vous avez des hommes politiques qui aiment beaucoup s'exhiber à la télé, donc la mode est à l'exhibitionnisme, etc. Donc tout ça pousse les jeunes à beaucoup parler d'eux-mêmes. En plus, les adolescents sont très plus d'éducation, mais tout ça ne fait pas un contenu législatif. Donc vous n'avez pas aujourd'hui
pas, à mon avis, vous n'aurez pas la solution du point de vue législatif. Et je ne crois pas, personne autour de cette table, a priori, n'y croit. Non. Donc je pense que ça passe. Je suis bien d'accord. Voilà un domaine d'unanimité, en tout cas sur ça passe par l'éducation. La seule solution est l'éducation. Alors, par les magies de l'image, vous avez remarqué, nous avons un quatrième invité qui est là à présent, Vincent Aucamp, bonjour. Bonjour. Vincent Aucamp, vous êtes le directeur de la programmation culturelle du collège et vous êtes ici un spectateur particulièrement attentif qui est venu nous donner un peu un écho de la salle et peut-être évoquer tel ou tel aspect de ce débat qui n'aurait pas été abordé jusque-là. Oui, anticipant un tout petit peu avec la salle, puisque nous allons avoir ensuite un débat qui ne sera pas filmé, qui ne sera pas retransmis, j'aurais une question à vous poser à tous les trois. Quel est l'Internet pour vous le meilleur, celui dont vous rêvez? Parce que nous avons vu finalement qu'Internet est assez neutre moralement. La liberté, elle, est loin d'être neutre moralement. Elle est plutôt liée à la vérité, ce qui est apparu, également liée au bien. Alors, l'Internet tel que vous souhaiteriez qu'il devienne, le Web 4 ou 5.0, je ne sais pas. Qui se lance? Écoutez, je crois que l'Internet est un outil qui ne fait que révéler les usages que nous en faisons, Donc rêver d'un Internet idéal, c'est rêver d'un être humain idéal. C'est un peu compliqué, là, c'est un peu philosophique. C'est perfectionniste. C'est perfectionniste, mais bon, effectivement, nous sommes quand même dans une ambiance ici qui nous pousse un peu à la perfection, en tout cas à y tendre. Qu'est-ce que vous voudriez voir améliorer? Ce que je voudrais voir améliorer, c'est vraiment l'éducation des jeunes au niveau de la responsabilisation, des responsabilités qu'ils prennent sur Internet, qui sachent aussi s'emparer de ce média pour dire ce qu'ils ont à dire lorsqu'ils ont des messages politiques, sociaux forts à passer. C'est possible, on l'a vu, ça coûte pas très cher. Donc on peut en quelques minutes faire une vidéo parfois fracassante. Vous avez des vidéos extraordinaires sur YouTube, sur Dailymotion, qui valent plus que des dizaines de livres. Donc un jeune qui sait faire ça, il faut les éduquer. L'idéal, ça serait de les éduquer à l'image. Internet, en ce moment, est en train de basculer vers un monde de l'image. Alors, ça fait des années qu'on vous dit, attention, on bascule dans le monde de l'image. Maintenant, je crois qu'Internet vraiment bascule dans le monde de l'image, parce qu'il est très facile de produire de l'image. Ça ne coûte rien avec un téléphone portable. Vraiment, c'est une vidéo, ça ne coûte plus rien. Vous pouvez la diffuser très facilement. Et ça veut dire deux choses. Donc, avec des images, vous pouvez avoir un impact très fort, si vous maîtrisez cet outil. Mais aussi, on peut très facilement vous voler votre image. On le voit sur Facebook. Facebook, maintenant, on ne dit plus grand-chose. On s'échange des images, des vidéos, etc., des photos de soi. Gommer, c'est le problème. Et c'est très compliqué. On peut pas gommer les choses. Le droit à l'oubli n'existe pas encore. Le pardon existe dans la foi catholique, mais le droit à l'oubli sur Internet, c'est encore très compliqué. Et donc, l'idéal, pour moi, ça serait d'éduquer les enfants, les jeunes, à l'image. Parce que l'image est en train de devenir centrale sur Internet, en termes de vecteur pour dire quelque chose, mais aussi en termes de danger pour se faire voler une information. Est-ce que vous ne croyez pas que ça fonctionne quand même basiquement avec les jeunes sur le permis défendu? Essayez. Essayez, j'essaye avec les miens, oui, ils auront droit à 20 minutes d'utilisation d'Internet chaque jour, et c'est bien protégé, etc. J'espère qu'en partant sur ces bases-là, la discussion sera plus facile à l'adolescence. Je reviendrai vous en parler à l'adolescence. Liberté encadrée, en tout cas, chez les... Ils peuvent faire 20 minutes de bêtises, quoi. Enfin, Jean-Pierre Baudouin sur l'Internet idéal. Pour moi, pardon, excusez-moi. Pour moi, l'Internet idéal, c'est l'Internet qui est également dans la main de tous. Alors, on notait au départ qu'en effet, il y a des parties du monde où l'accès à l'Internet, c'est comme l'accès à l'eau, pour des raisons différentes, bien entendu, et dans un degré d'urgence qui n'est pas tout à fait le même quand même. Mais je pense que la société produit ses régulations d'une manière ou d'une autre. Et je pense qu'à partir du moment où l'Internet, comme la voie publique, serait accessible, une voie publique généralisée, serait accessible également à tous, alors on aurait toujours de la cybercriminalité, mais je veux dire, voilà, ça reste quand même, Dieu merci, assez marginal. Mais je pense que c'est la généralisation de l'accès qui fait la régulation, en dehors de la dimension individuelle, bien entendu, et de l'éducation à l'usage des outils, qui me paraît indispensable. Mais à l'échelle de la société, je pense que là, c'est la généralisation de l'accès qui est pour moi désirable. Daniel Martin? On peut rêver un petit peu. J'essaie de rêver un petit peu. J'aimerais bien, moi, qu'on commercialise des outils qui correspondent réellement aux besoins des utilisateurs. Je m'explique. Aujourd'hui, on vous vend une Rolls-Royce et vous avez besoin d'une 2 chevaux. Donc, c'est tout à fait surdimensionné, c'est cher, c'est commercial. Donc, une meilleure entente entre l'État
qui est chargé de veiller, j'allais dire, aux manquements les plus criants et aux crimes, les entreprises commerciales et les utilisateurs. En 2001, je présidais une session du crime de haute technologie lors d'un G8, et c'est la première fois en 2001 que des entreprises se déplaçaient pour parler avec les fonctionnaires de l'État. Donc j'aimerais bien un dialogue qui s'instaure, et au-delà de ce dialogue, qu'on touche aussi le niveau international, parce que on ne fera rien les uns sans les autres. Il y a une coopération internationale sur cette question ? Assez pressante. On a une convention internationale, dite la Convention de Budapest, qui a été signée par une grande partie des États, mais tant qu'il y en aura un dans le monde qui ne joue pas le jeu, évidemment qu'on a un problème, on a des trous, si vous voulez, une sorte de terrain un petit peu glissant. Mais ce qu'on peut souhaiter, c'est que, disons que ce qu'on offre aux utilisateurs potentiels corresponde aussi en partie à leurs besoins, parce qu'il y a 90% de ce qu'on vous propose qui est totalement inutile, et si on se fiait uniquement à ce dont on a besoin, ça marcherait mieux, ça irait plus vite et ça coûterait moins cher. Alors moi, je voudrais faire réagir à une toute autre chose qui part d'une petite anecdote. En venant à ce débat aujourd'hui, je suis allé acheter le journal du soir chez mon bouquiniste favori et je lui ai dit « Tiens, je pars animer un débat sur Internet. Ah bon, de quoi s'agit-il ? Internet, la fin de la liberté. » Et voilà que mon interlocuteur entend « Internet, la fin de nos libertés. » C'est-à-dire que cet homme, et il n'est probablement pas tout seul dans son cas, estime que le vrai péril d'Internet, c'est l'aliénation des grands et des petits devant ce média au quotidien. Alors, qu'est-ce que vous dites à ces gens-là ? Très franchement, alors d'abord, je suis un utilisateur de l'Internet pour des raisons plus utilitaires qu'autre chose, pour être très franc, y compris professionnel, et je suis un très mauvais téléspectateur. Attention, ce sont des aveux. Oui, mais justement, j'assume. Il me semble que la capacité d'aliénation avec l'Internet est moins forte que la capacité d'aliénation avec une offre télévisuelle restreinte. Je pense que la fascination de l'image joue naturellement son rôle, et je dis naturellement, et que la diversité de l'offre sur Internet finit toujours par produire quelque chose, in fine, de positif. C'est peut-être mon côté optimiste qui s'exprime là, mais je crois furieusement à l'intelligence des gens et à leur capacité, in fine, au milieu de toutes sortes de turpitudes, le cas échéant, à aller chercher ce qui peut les aider à progresser d'une manière ou d'une autre. Jacques Henneau, par exemple, l'année dernière, nous avions eu un débat comme ça sur les réseaux sociaux et une universitaire était venue nous dire que nos jeunes, aujourd'hui, sur ces réseaux sociaux, étaient obligés, finalement, étaient pris dans un mouvement permanent pour constituer leur identité, laquelle n'est jamais figée ou alors il n'existe plus. Donc, cette façon au quotidien d'être contraint par les images de ses vacances, par toutes sortes de dialogues, etc., de nourrir ces pages. Qu'est-ce que ça fait comme adulte, ça ? Qu'est-ce que ça construit comme personnalité, d'après vous ? Alors, les enfants savent depuis toujours, depuis qu'ils sont petits, qu'on peut avoir plusieurs personnalités. On évolue déjà en grandissant, on change de personnalité, on peut aussi avoir plusieurs aspects de sa personnalité qu'on montre à la société, etc. Donc ça, je ne pense pas que l'aspect important soit là. Je pense que l'aspect important est sur la concentration, la capacité de concentration. Et je crois qu'effectivement, les nouvelles technologies, si on n'y fait pas attention, elles incitent beaucoup à zapper. Et il faut, par exemple, moi j'utilise énormément à des fins personnelles et professionnelles Internet, l'ordinateur, c'est pour mon travail, et je me rends compte que je suis obligé, si je ne fais pas attention, je vais consulter l'email. Parce qu'en un clic, vous allez sur votre boîte aux lettres, les emails tous les quarts d'heure, toutes les 5 minutes. Donc il faut s'autodiscipliner pour aller les voir toutes les 2 heures dans l'idéal. Déjà, si on tient toutes les heures, c'est pas mal. Ouais. Mais l'idéal, c'est de décrocher. Moi, je me rends compte que lorsque je travaille sur un article, si j'ai pas accès à Internet, j'écris très vite. Par contre, si je suis sur Internet, je vais prendre n'importe quel prétexte, vous allez chercher une brique d'information. Vraiment, danger sur la capacité de concentration. Parce que dans les relations professionnelles, c'est effarant ce que ces messageries jouent comme rôle. C'est une révolution. Oui.
Oui, c'est à la fois, dans certains cas, un gain de temps, parce que la capacité à échanger est extraordinairement accélérée. Donc le temps gagné là est un temps considérable. En même temps, c'est un très fort risque de dispersion. Or, je suis complètement d'accord, le besoin de concentration reste un besoin dans toutes les choses importantes qu'on fait dans la vie, quoi, finalement. Hein. Alors, c'est vrai qu'on calcule que le temps moyen de concentration sur une tâche quelconque est de 12 minutes. Donc ça a baissé, moi j'en étais resté à 20 minutes. Oui, mais ça ne cesse de baisser. Le temps se raccourcit, peut-être parce qu'on peut faire les choses plus vite en ayant des moyens technologiques qui permettent d'accélérer. Non, mais je crois que vous mettez un point sur oui, c'est un point important. La capacité de concentration baisse. Oui, je pense. Oui. Il y a trop de tentation. Daniel Martin, le mot de la fin. Écoutez, ce qu'on peut dire, c'est que finalement, on est tous tentés par zapper. Hein. On zappe tous. C'est un petit peu dommage tout de même parce qu'il faudrait tout de même se concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, ce n'est pas forcément ce qu'on a envie de regarder. Je crois qu'au début, on devrait commencer dès l'école maternelle à informer les enfants sur ce qu'ils peuvent faire, pas faire. Moi, j'avais proposé à Jack Lang, à l'époque ministre de l'Éducation, une fiche verte d'un côté vert, de l'autre côté rouge, pour savoir ce qu'il fallait en quelques idées, ce qu'on pouvait faire pour les parents, pour les enseignants, pour les enfants. Ça devait être trop simple, ça n'a pas été retenu. Mais toujours est-il qu'on ne fera pas l'économie de vivre avec Internet et de vivre avec ce nouveau monde de l'image. C'est comme ça et il faut vivre avec. Merci Daniel Martin, merci à chacun d'entre vous pour cette participation à notre débat. Alors j'ai dit que Jacques Hainaut faisait beaucoup pour l'éducation des enfants. Alors vous pouvez vous référer aussi à cet ouvrage, Les enfants face aux écrans, pornographie, la vraie violence, c'est chez Pocket Évolution. Voilà, ainsi se termine notre débat. La semaine prochaine, il sera question de transmettre sans rite. Peut-on transmettre sans rite? Et il y aura autour de cette table 4 représentants des religions du livre. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt, au revoir.